Voilà, donc je veux bien laisser la parole à Monsieur Scroyer. Allez-y. Merci Madame la Présidente. Comme ça. Alors, je vous remercie Monsieur le Bourgmestre pour cet exposé et pour Monsieur Peterken pour la communication qui a été faite en commission la semaine dernière. Je pense effectivement que même s'il ne s'agit que d'une prise d'acte, c'est quand même un document vraiment important qui justifie qu'on puisse prendre un peu le temps de se pencher dessus. Alors, je vais essayer de le traverser sans aborder évidemment les multiples débats qu'on pourrait avoir à son sujet, en commençant par souligner qu'il me semble qu'un consensus relativement fort est en train de se former. En tout cas, parmi les intervenants, et je dois dire qu'au niveau des principes qui sont affirmés, il y a une convergence de vues qui me semble être en train de se faire, et je m'en réjouis. Cette convergence de vues émane du processus Liège 2025, qui, malgré ses imperfections, fait ressortir un certain nombre de tendances. Et voilà, la question doit quand même se poser de savoir que pensent les gens qui n'ont pas participé à Liège 2025. Je pense notamment au public plus âgé, qui ne participent pas nécessairement dans les formes de démocratie Internet voilà, donc je pense que c'est très important de ne pas perdre ces publics-là de vue. Voilà, je dois aussi souligner qu'il me semble y avoir une influence assez importante de Vega au cours des dernières années. Je repère un certain nombre de points que nous avons défendus, parfois seuls, parfois avec d'autres. Les idées n'ont pas de propriété en politique, elles circulent et nous sommes tous inspirés par d'autres. Néanmoins, voilà, je me réjouis de voir que le renforcement de l'AIS, qui par exemple était quelque chose qui n'était pas du tout évident en 2012, fait aujourd'hui consensus. Je me réjouis de voir le schéma de développement territorial qui est enfin acté. Je me réjouis de voir le téléphérique, je me réjouis de voir l'open data. Vega était le seul parti en 2012 à mettre ce sujet à son programme. Je me réjouis de voir le gender budgeting qui apparaît. Là aussi, Vega a été en pointe sur le sujet. Je me réjouis de voir que le REL avance, que le transit des poids lourds devient quelque chose de difficile à accepter de façon large, que le hub logistique est à l'ordre du jour, que le réseau de chaleur de même, que les stations de captage de la qualité de l'air qui faisaient sourire il y a encore 2 ans sont désormais dans votre programme, que le Riponnet fait consensus, que les 30 km/h dans les quartiers sont actés, que les énergies renouvelables sont en train d'être développées, que la légumerie, dont probablement beaucoup d'entre nous n'avaient pas entendu parler il y a 5 ou 10 ans, est désormais un concept admis, que les cours de récréation font l'objet d'attention, y compris avec des potagers dans les cours de récréation, sujet sur lequel aussi Vega a été en pointe, que le retour de l'université vers la ville est désormais un objectif. Voilà, tant mieux. Je note aussi des idées nouvelles plutôt intéressantes. Filtres à particules dans les parkings, cellules de sécurité routière, je m'en réjouis. Il y a un certain nombre de points de désaccord, qui sont notamment la question de la LEZ, la Low Emission Zone. Je pense que c'est un débat très important en termes de justice sociale et de justice spatiale. Je me suis déjà exprimé sur le sujet, je ne vais pas revenir dessus maintenant en détail. On aura l'occasion de le faire quand le dossier arrivera. Je pense que la politique de stationnement reste fondamentalement contradictoire, tiraillée entre des objectifs difficilement compatibles. D'un côté, on veut que les voitures continuent à accéder, on fait des places shop and drive, le message est clairement venez, venez, venez. D'un autre côté, on veut que les gens aillent dans des P+R. On ne sait pas exactement comment les P+R vont se remplir si le message c'est de dire aux gens qu'ils peuvent quand même venir au centre-ville. Donc là, il y a des choses quand même à préciser. Et j'en viens au cœur de ce que je voudrais souligner, c'est la question du niveau d'ambition. Parce qu'être d'accord sur les principes est une chose, se donner un niveau d'ambition à la hauteur des enjeux en est une autre. Et là, je pense que sur beaucoup de points, mesdames et messieurs les membres du collège, monsieur le bourgmestre qui n'est plus là, sur beaucoup de points, dis-je, vous énoncez des principes intéressants et puis vous vous arrêtez dans la réalisation. Soit, dans un certain nombre de cas, la formulation est juste évanescente. Nous avons l'intention d'étudier la possibilité de mettre en œuvre notre ambition. Soit la traduction n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. Je vais prendre quelques exemples. Le premier, c'est les espaces verts. La PEPS a constitué une évolution très importante dans la doctrine, monsieur Léchevin, dans la doctrine liégeoise en matière d'espaces verts. Il y a encore quelques années, M. Firquet nous répétait à longueur de temps, mais de quoi vous plaignez-vous? Liège est la ville la plus verte de Belgique, nous avons le Sartillement, vous n'avez qu'à aller au Sartillement. Mais maintenant, on sait que l'espace vert, il doit être à proximité des gens, il doit être à proximité des gens qui n'ont pas de voiture. Nous soulignons d'ailleurs que le taux de motorisation à Liège est de seulement 38%.
Ça veut dire qu'il y a 62% des ménages qui ne vont pas aller au Sartillement en voiture, en tout cas. Et donc cette doctrine évolue, c'est excellent. La traduction, par contre, je pense, n'est pas au niveau. La PEPS a identifié un cœur très problématique, c'est le nord d'Outremeuse et Bressou, qui constitue la zone qui a le plus besoin d'espaces verts aujourd'hui, d'après vos propres études. Mesdames, pardon ? Et à Mercœur, cette zone, on peut détailler, mais cette zone située autour de la dérivation. Nous avons là une opportunité foncière, encore aujourd'hui extrêmement importante, qui est Bavière, mais il y a loin de la coupe aux lèvres, et cette ambition ne se traduit pas aujourd'hui dans le master plan de Bavière, où nous avons besoin d'un parc public. Il n'y a pas de parc public à Bavière, il y a quelques espaces verts un peu interstitiels, et notamment privés. Voilà, le site le plus stratégique de votre propre planification ne se traduit pas dans une concrétisation. Le contexte de surcroît n'est pas forcément très facile. Je pense à l'espace 251 Nord, qui était quand même un espace, certes, en partie privatisé, même s'il était utilisé par des collectifs, qui vient d'être en partie bâti, à mon avis, de façon regrettable. Je pense au site des Prémontrés, qui est, certes, staté pour le moment, Madame Léchevin, mais qui soulève quand même de grandes inquiétudes. Et donc, voilà, sur ce point comme sur d'autres, l'ambition tarde à se concrétiser. En matière de plantation d'arbres, même chose. De nouveau, la doctrine évolue, la plantation d'arbres est reconnue comme quelque chose de tout à fait nécessaire, notamment pour lutter contre les îlots de chaleur. Fort bien. L'objectif chiffré n'est pas là. Par ailleurs, on voit qu'il y a des dégâts qui sont en train d'être faits sur les espaces verdurisés de notre ville. Je ne pense pas ici au tram, parce qu'il est nécessaire d'abattre un certain nombre de trams pour faire passer un arbre, mais je pense par exemple aux talus SNCB qui ont été ratiboisés, sans que personne ne s'en émeuve ces dernières années, et à d'autres endroits, notamment au Sartillement. En matière de REL, là encore, l'enjeu est essentiel, et notamment pour la rive droite. Nous savons que le REL est la perspective la plus concrète que nous avons d'offrir une desserte transport public de qualité au quartier de la rive droite, notamment à Mercœur. Monsieur Léchevin, vous en parliez à l'instant. Mais voilà, l'ambition là aussi est relativement faible. On ne parle plus de l'arrêt de Cornillon, qui est pourtant un arrêt absolument clé, non seulement pour le quartier d'Amercœur, mais aussi pour tous les usagers du plateau de Robermont et au-delà, Bénezet, etc., qui ont besoin de pouvoir trouver le point d'intermodalité vers le rail, et c'est à cet endroit-là qu'il doit se trouver. On parle de menus bio et de circuits courts dans les crèches. Alors, formidable, mais excusez-moi, là aussi, on commence à avoir un peu de mal à vous croire. Je ne veux pas épiloguer. Le hub logistique, c'est essentiel. C'est la condition aujourd'hui pour sortir les camions de la ville. C'est en train d'être fait à Charleroi, c'est fait à Bruxelles, c'est fait dans beaucoup d'autres villes. Ce n'est pas forcément compliqué, ce n'est pas forcément le pouvoir public qui doit le faire, mais le pouvoir public doit poser un cadre qui y incite. La réduction des possibilités pour les camions d'entrer dans la ville participe à ça. Là encore, tout ce que vous faites, c'est annoncer une étude. Je trouve que c'est un peu léger. La réorganisation du réseau tech. Enjeu essentiel. C'est vraiment la question aujourd'hui qui se pose dans le cas du tram, et c'est le blackout. Alors, je ne sais pas exactement ce vers quoi on va, mais ce que vous annoncez ici se contente d'énumérer 3 lignes BHNS, alors qu'on parlait encore de 14 lignes BHNS il y a quelque temps. Ce n'est pas du tout satisfaisant, mais surtout la logique d'organisation du réseau reste une logique de monocentralité de la ville avec laquelle nous savons qu'il faut rompre. Si nous voulons faire en sorte que le centre-ville respire un peu plus, si nous voulons sortir de cette logique des gares de bus terminus au centre-ville, si nous voulons améliorer le quotidien de nos concitoyens, il faut faire en sorte que le réseau change de logique et aille vers une logique plus décentralisée, en créant notamment des lignes de rocade, en créant des lignes traversantes. Cette question-là est tout à fait absente, et je crains que voilà, la ville, faute d'être proactive sur le dossier, ne se retrouve à la remorque du tech, qui va principalement upgrader son réseau sans beaucoup de réflexion profonde. Et je pense que c'est inquiétant. Vous parlez du positionnement de Liège-Guillemins au niveau national et international. Là encore, c'est très bien, mais zéro objectif. Or, nous avons perdu des liaisons internationales au niveau de Liège-Guillemins. Je pense en particulier à la liaison directe hors TGV avec Arronnes, à la liaison avec Lille, que nous n'avons plus.
Et il y a des opportunités importantes qui existent, comme la prolongation de lycée d'Amsterdam-Maastricht jusqu'à Liège. C'est des choses où on aimerait vous voir vous engager un peu plus, parce qu'effectivement, Liège a le potentiel, vous le soulignez, d'être une gare importante à l'échelle régionale, voire même un peu plus que ça. Mais pour ça, il faut traduire ça dans des ambitions et il faut une stratégie cohérente et portée en commun, notamment vis-à-vis du fédéral. Je pense aussi ici au train de nuit. Il y a au minimum un Bruxelles-Berlin à rouvrir, où Liège pourrait, comme elle l'était jusqu'à la fin des années 90, être une étape sur cet axe important. Et ainsi de suite. Alors, il y a aussi des absents. J'en pointe trois principaux. Le premier absent pour moi dans ce plan, c'est la culture. Je suis très étonné de voir une ambition très faible en matière de culture. Pas un mot sur la lecture publique, par exemple. Disparition du projet de candidature à la capitale culturelle de 2030. Bon, on ne sait pas si ça va réapparaître par ailleurs. La question de l'offre de cours de musique, de danse, d'expression pour la jeunesse n'est pas abordée, alors que nous savons aujourd'hui qu'il y a un vrai enjeu de décentralisation de l'Académie Grétry, qu'il y a un enjeu de mobilité autour de ça et un enjeu d'offre. Rien sur la politique théâtrale, rien sur le circuit des collégiales, qui a pourtant été porté, certes, par une autre majorité que celle qui est aujourd'hui au pouvoir, mais qui se traduit aujourd'hui concrètement dans des rénovations qui sont en train d'arriver, dans l'église Sainte-Croix, etc. Vous n'en parlez pas dans vos projets. Sur l'art contemporain, tout ce que vous nous dites, c'est que vous allez ouvrir l'église Saint-André à des expositions d'art contemporain. Je pense qu'on est loin de l'ambition qui est celle d'un centre d'art contemporain avec une capacité de production d'expositions, avec une capacité de production d'artistes. Voilà. Et puis surtout, sur la politique muséale, on en reste à l'énumération des quelques infrastructures bien connues désormais. Alors que je pense que nous sommes aujourd'hui vraiment à un tournant sur cette question de la politique muséale. Certes, nous devons répondre aux exigences de la communauté française, telles que c'est évoqué, le pôle muséal, etc. Mais je pense que la ville de Liège aujourd'hui, avec les collections qu'elle a, et l'exposition Liège chef-d'œuvre qui s'est terminée il y a quelques semaines en a fait l'éclatante démonstration. Nous avons aujourd'hui besoin de repenser notre offre muséale, notamment avec un musée des Beaux-Arts qui n'existe pas aujourd'hui. Et je me réjouis que des réserves visitables soient mises en place au Saint-Georges. Néanmoins, ça ne fait pas un musée d'art tel que nous en avons besoin et tel que les collections que nous avons le justifieraient largement. Je pense aussi que la question du musée du Grand Cursus doit être évaluée. Après maintenant une quinzaine, presque vingtaine d'années de fonctionnement, quinzaine, je ne sais plus quand quinzaine. 2009, une dizaine d'années de fonctionnement, ça ne rajeunit pas. Après une dizaine d'années de fonctionnement, je pense que la question du succès ou du non-succès de ce musée doit être posée et de la question de son propos. Je pense que ça aurait été souhaitable de le voir ici et d'autres aspects. Je pense notamment à la question de l'Armosan qui va se poser dans le cadre de l'explosion de la Belgique parce qu'il y a des collections liégeoises extrêmement importantes qui sont présentes à Bruxelles et que nous devons récupérer. Et il y a là aussi une stratégie à avoir par rapport à ça. Nous ne pouvons pas laisser les collections liégeoises qui sont parties à Bruxelles rester là-bas quand la Belgique explosera. Elles doivent revenir à Liège. Deuxième grand absent, le sport. City Run, bon ok, très bien, mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'autres besoins. Ce n'est pas mon domaine de spécialité, je ne vais pas m'appesantir ici, mais j'en pointe quand même deux. C'est d'une part les sports de glisse, qui sont aujourd'hui en train de représenter une grosse explosion dans la jeunesse. Je pense que le besoin d'infrastructure est tout à fait criant pour ces sports-là. Et c'est la question des piscines. Alors, bien sûr, nous inaugurons la piscine de Jonfosse prochainement. Mais nous savons que ça ne suffit pas et nous sommes encore loin des normes européennes en matière d'offres de piscines par habitant à Liège. Il y a la création d'une nouvelle, voire de 2 nouvelles piscines devra se poser. Je sais bien que ce n'est pas budgétable là dans l'immédiat, mais la question est quand même là. J'aurais aimé vous entendre là-dessus. Et alors le troisième absent, je regrette que M. le bourgmestre ne soit pas là pour m'entendre, mais c'est la question de la métropole. La question de la métropole ne peut pas se limiter à un événement populaire qui va, lis-je, matérialiser la métropole. Non, pas du tout. La matérialisation de la métropole ne va pas se matérialiser, monsieur le bourgmestre, par un événement populaire. Elle va se matérialiser par une élection, par un budget et par des projets. Et pour ça, nous avons besoin de sortir de l'ambiguïté qui aujourd'hui est la vôtre sur la question de la province. Nous savons que la dernière réforme de l'État nous impose de faire un choix entre supracommunalité et provincialité. Du côté de Vega, le choix est clairement posé. Nous misons sur des échelles territoriales cohérentes avec les bassins de vie, c'est-à-dire sur, en l'occurrence, la métropole de Liège.
mais aussi d'autres supracommunalités, utoises et condrusiennes, ouaremiennes et esvignonnes, ardennaises, herviennes, etc., qui ont tout autant des raisons d'exister. Nous devons aujourd'hui poser ce choix. Ça ne veut pas dire détruire définitivement la province et encore moins ses services, ses fonctionnaires et ses institutions. Ça veut dire faire le choix de situer le cœur de la légitimité démocratique de notre région au niveau métropolitain, au niveau vécu. Et là, il faut qu'il y ait un positionnement là-dessus. On a loupé l'occasion, excusez-moi de le souligner, mais d'obtenir ça dans la déclaration de politique régionale. Monsieur le bourgmestre, vous aviez dit, vous aviez répété, je ne sais combien de fois, qu'il y avait un horizon qui était la négociation régionale qui vient de se terminer. Ben voilà. Et je pense que si nous avons loupé cette occasion, c'est peut-être parce qu'il y a une sensibilité pas assez forte dans d'autres sous-régions de Wallonie à cet égard, mais aussi parce qu'il n'y avait pas un programme très clair du côté liégeois sur cet enjeu. Et je le regrette. Voilà. En termes de projet, sans aller jusqu'à cet enjeu institutionnel qui ne dépend pas que de nous, et où nous pouvons affirmer une ambition et peut-être une stratégie, mais pas forcément un agenda de réalisation. Il y a quand même un truc sur lequel nous pourrions avancer, c'est la coordination de projets, c'est le fait de mettre en commun des outils au niveau métropolitain. Et il y a des économies d'échelle à faire là-bas, il y a des rationalisations à faire. Je pense notamment, par exemple, à la gestion des piscines dont on parlait à l'instant. La situation aujourd'hui des piscines, on sait que c'est une grande difficulté pour beaucoup de communes. Qu'attendons-nous pour mettre les piscines dans un outil commun à l'échelle de la métropole? Ça nous permettra de ne plus payer 15 € quand on va à la piscine à Anse. Je termine avec la question des grands projets urbains, qui est l'aboutissement de votre document. Et qui contient des choses importantes, même si vous répétez aussi des projets qui sont, enfin vous mentionnez comme projet des choses qui sont achevées, c'est un peu surprenant, mais soit. Je me réjouis en particulier de voir figurer la transurbaine, et explicitement dite comme telle, la transurbaine, ce mot est important, nous allons devoir le défendre. Néanmoins, il manque une vision d'ensemble. L'impression reste celle d'une juxtaposition de projets plutôt que d'une stratégie, dont les projets seraient la déclinaison. Je trouve que c'est particulièrement visible en termes de transport public. Alors la transurbaine, venons-y, c'est très bien de l'affirmer, formidable. La ville de Liège a été à l'initiative avec le gré de cette étude majeure pour l'avenir du transport public, cette étude majeure pour les quartiers de la rive droite qui ont un besoin extrêmement fort aujourd'hui d'investissement public et de centralité dans le développement de la ville. La ville s'est beaucoup développée sur l'axe actuel du tram. Il est grand temps de penser l'axe transversal en incluant Sainte-Marguerite et les quartiers de la rive droite. C'est vraiment un enjeu d'équilibre territorial, de justice spatiale. Et pour ce faire, excusez-moi, monsieur le bourgmestre, mais il faut affirmer la nécessité d'un tram. C'est la seule manière de faire. Le tram, c'est d'abord un enjeu de développement urbain. Nous savons que le tram est le seul outil qui peut nous permettre de requalifier Sainte-Marguerite et le boulevard de l'Automobile de façon un peu crédible. Le BHNS ne permettra pas ça. Le tram est le seul outil qui rendra l'axe de Sainte-Marguerite et l'axe du boulevard de l'Automobile, qui sont nos deux dernières grandes autoroutes urbaines, nos deux dernières grandes balafres dans la ville, à une typologie, à une vie urbaine qu'il est grand temps de leur rendre. Le tram est également la seule manière de répondre aux besoins de capacité qu'on peut anticiper sur ces axes si des hypothèses fortes sont faites en termes de développement et que vous faites par ailleurs. Ces hypothèses fortes sont faites par ailleurs, par exemple au niveau de Sainte-Marguerite, Madame Léchevin, au niveau au-delà de tout ce qui se passe sur Patience et Beaujon et au-delà sur Anse, sur le croissant doré, etc. Et donc, si on est cohérent, on a besoin du tram sur cet axe-là parce que la demande sera une demande tramo-compatible et pas BHNS compatible. Et là-dessus, vous restez dans le flou. Vous dites on va faire un BHNS, ça n'exclut pas qu'on fasse peut-être un tram. Non, on attend de vous une ambition, une revendication. On attend que vous partiez à Namur et que vous portiez notre demande commune d'avoir un tram sur ce second axe, nous en avons besoin. Et la dernière raison, la troisième en tout cas, peut-être pas la dernière, c'est la nécessité de l'interopérabilité d'un réseau. Si vous multipliez les standards sur un réseau, votre réseau ne pourra pas fonctionner comme un réseau, il va fonctionner comme un ensemble de lignes. Si vous voulez que le réseau fonctionne comme un réseau, c'est-à-dire qu'on puisse avoir par exemple une ligne, Coron-Meuse-Anse, ce sera très possible, vous avez le même standard technique sur l'axe entre Anse et Vaux-sous-Chèvremont et sur l'axe entre Coron-Meuse et Esclessin. Et donc, pour réussir ça, il n'y a pas le choix, il faut utiliser la même technologie. Et cette technologie, elle a été choisie maintenant, c'est le tram qui est en train d'être mis en place, la roue sur rail, et il faut continuer avec ça. Sur les enjeux urbains, je pense qu'il faut dire un mot quand même de Brest-sous-Droix. Avec les Liège Expo, la requalification de l'E25, il y a un programme fantastique en termes de programmation. Vous avez aligné un programme très bon.
la juxtaposition des différents éléments de programmation publique sur ce site permettent de faire un bon projet urbain. Mais ça ne se traduit pas dans une vision spatiale. Il n'y a pas eu de master plan. Pour le moment, on est en train de mettre des boîtes à chaussures les unes à côté des autres. Et Liège Expo, qui devrait être une locomotive de notre développement territorial, une locomotive pour la métropole, c'est un des équipements les plus importants qui soit pour une métropole qui veut s'affirmer comme telle, va être, excusez-moi monsieur le bourgmestre, mais une boîte à chaussures parmi d'autres boîtes à chaussures sous-dimensionnées par rapport aux infrastructures dont aurait besoin une agglomération de 600 000 habitants. Nous n'avons pas besoin de 30 000 m², de 15 000 m² de halles, nous avons besoin de 30 ou de 40 ou de 50 000 m² de halles pour être simplement au niveau des métropoles de même taille. Simplement. Et cet équipement doit être beaucoup plus qu'aujourd'hui intégré dans la ville, lié avec les infrastructures, visible pour les gens qui entrent. Nous sommes là sur un site de visibilité exceptionnel, en entrée de ville, à côté d'une autoroute, à côté d'une gare IC. Ça n'a pas du tout été valorisé. Et ça n'a pas été valorisé parce que personne n'a été capable de mettre ça en musique sur le plan spatial. Et ça, je vous le reproche, monsieur le bourgmestre. Sur le site, on est également en train de perdre aujourd'hui la possibilité du bouclage ferroviaire qui était le dernier endroit où c'était possible. Et je maintiens que c'est un enjeu capital pour la prochaine génération, pas nécessaire aujourd'hui. On n'a pas besoin aujourd'hui dans les planifications ferroviaires que nous avons, mais dans 25 ans, nous en aurons besoin et nous ne pourrons plus le faire parce que nous n'aurons pas fait la zone de réservation qui était pourtant facile à faire et qui est encore là maintenant tout juste possible à faire si vous décidiez de monter sur ce cheval et d'aller à l'attaque. Voilà, la passerelle de Coron-Meuse est également en train de disparaître pour le moment et donc on est en train de louper la progression urbaine. On est en train de mettre une borne à l'avancée de la ville, et ça c'est très regrettable. Dernier point en termes de grands projets urbains, c'est le retour de l'université. Je me réjouis vraiment que vous mettiez ça en avant, mais ça doit aussi se traduire par une vision spatiale, par une vision un peu plus précise sur où, comment. Et je pense que là aussi, il y a une nécessité d'articuler ce développement de l'université autour d'un axe fort qui va être le lien entre les différents sites de cette université transformée, qui ne sera plus une université de campus, mais qui sera une université dans la ville. Et donc pour que ça fonctionne, pour qu'on ne retombe pas dans les travers qui ont justifié il y a 50 ans qu'on aille au Sartillement, il faut le penser. Et il faut le penser autour d'un axe. Et à mon avis, cet axe ne peut être que la ligne ferroviaire qui traverse notre ville. Et donc c'est autour de cet axe qu'il faut penser. Et donc dès à présent, réserver les dernières possibilités de développement pour l'université, pour lui permettre d'être voilà, de se dérouler en chapelet le long de la ligne de chemin de fer. Voilà, je conclus en disant que tout ça demanderait un relais régional qui aujourd'hui n'est pas là. J'ai lu la DPR avec franchement beaucoup de tristesse. J'attendais que dans cette DPR, on trouve des ambitions en termes de tram, en termes de développement du réseau, en termes d'investissement dans la requalification des autoroutes urbaines. C'est très très faible. Et donc, voilà, je ne vous en fais pas le reproche à vous uniquement, vous n'étiez d'ailleurs pas là, mais je pense que le Liège, aujourd'hui, n'a pas les relais régionaux qui sont nécessaires pour imposer la reconnaissance des besoins que nous avons, et ça m'inquiète. Voilà, j'en reste là et je vous remercie pour votre écoute.